Cet épisode est sponsorisé par Novium. C'est bientôt la fête des pères, ok? C'est bientôt la fête des pères. Et la fête des pères, eh ben, c'est l'occasion de faire un cadeau aux pères. C'est-à-dire que c'est le principe, en fait. Et alors, juste, je juge pas, hein, vous pouvez aussi vous faire un cadeau à la fête des pères, même si vous n'êtes pas père. Hein, je veux dire, voilà. C'est juste que vous n'avez pas besoin d'une fête pour ça, normalement. Bah. Et même pas que pour vous, d'ailleurs. Hein, vous pouvez aussi faire un cadeau à votre père, même s'il n'est pas père. Novium est, je rappelle juste, hein, pour les dos du fond qui sont largués, Novium est une société qui fabrique des stylos innovants, high-tech, et qui semble, grâce à un ingénieux système d'aimant, défier la gravité. Je veux dire, c'est le bel objet, quoi, ne serait-ce que d'un point de vue décoratif, ça claque, quoi. Ah, et puis en plus, il se trouve que ce sont d'excellents stylos. Oui, pardon, mais ça compte. Il existe plusieurs gammes que vous retrouverez sans difficulté sur leur site en suivant le lien dans la description, ça vous connaissez tout ça, tout ça. Du coup, je vais juste vous parler de mes deux modèles préférés. Vous avez le modèle Hoverpen Future, qui existe en 3 coloris et que vous pouvez utiliser soit comme un roller, soit comme un stylo plume. C'est-à-dire que c'est un 2 en 1 en fait, vous voyez. Et, alors désolé si je l'ai déjà dit et que je me répète, mais vous n'imaginez pas la tannée que c'est pour un gaucher tel que moi de trouver un stylo plume qui soit confortable pour écrire. Et c'est le cas évidemment pour celui-là. Sinon je préciserai pas, je suis pas con non plus. D'ailleurs le Hoverpen Future, vous pouvez le commander avec une plume en or 18 carats. Si vous trouvez ça plus joli, hein, personne vous force. Je veux dire, si vous préférez le modèle avec la plume pas en or, enfin c'est vos goûts. Et le deuxième modèle, alors celui-là je l'aime, je l'adore, c'est le modèle Interstellar. Avec son inclinaison à 23,5 degrés, comme la Terre par rapport au plan de l'écliptique, et qui existe non seulement en plusieurs coloris, mais en plusieurs variations. Vous avez évidemment le modèle avec l'éclat de météorites certifié, ça pète. Vous avez le modèle avec un anneau en or 18 carats, pareil si vous trouvez que c'est plus joli, vous avez compris. Vous avez le modèle rouge, pardon, le modèle Mars Magma, qui est magnifique, ainsi que le modèle Neptune Blue, qui est bleu, qui est magnifique aussi. Et voilà, quoi, moi je sais pas quoi vous dire de plus en fait, là on est sur, il me semble, un cadeau idéal en fait, à faire ou à se faire, hein. Je veux dire, encore une fois, c'est pas interdit. Non, parce que là ça reste quand même un cadeau, enfin, c'est quand même assez exceptionnel quoi, comme objet je trouve. D'autant que si vous suivez le lien qui est dans la description et que vous utilisez le code YPENSER écrit comme ça pour le commander, vous avez 15% de remise sur votre panier dans les 48 heures qui suivent la publication de cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder. Après, il y a toujours une remise, mais elle baisse. Voilà, donc la conclusion du truc, c'est n'attendez pas des plombes. Encore une fois, merci à Novium de m'avoir fait confiance et on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Il y a quelques jours, j'étais à la Cité de l'Espace pour une journée événementielle autour de la Lune. Pourquoi y retourner? Comment y retourner? Est-il nécessaire d'y installer une base pour pouvoir ensuite partir sur Mars? Et c'était vachement bien. Voilà. Donc si jamais vous êtes du côté de Toulouse ou si vous passez par Toulouse, pensez bien à aller visiter la Cité de l'Espace. C'est vachement bien. Allez visiter son IMAX, son planétarium, ses expositions, son attraction Lune Explorer qui vous permet de vivre ce que c'est vraiment d'expérimenter ce que c'est qu'un décollage de fusée, c'est top. Et bref, pourquoi je parle de ça? Alors je parle de ça parce que pendant cette journée, j'ai échangé avec pas mal de gens et il se trouve que il y a une question qu'on m'a posée que je trouve assez pertinente. C'est le genre de question, typiquement, que moi qui aime l'idée d'aller dans l'espace, je me pose jamais en réalité, mais qui est une vraie question. À quoi ça sert d'aller dans l'espace? Je veux dire, pour certains, envoyer des astronautes dans l'ISS, ça ne sert strictement à rien, en plus de coûter horriblement cher, si ce n'est éventuellement à prendre des jolies photos de la Terre. Ouais, super. Et bien, sérieusement, il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ne savent pas, hein, mais il y a des gens qui pensent que le boulot de Thomas Pesquet dans l'ISS, c'était de tweeter des photos de la Terre, c'est tout. Ce qui, en vrai, est à peu près aussi con qu'imaginer que le boulot d'un pilote de ligne, c'est de manger des cacahuètes en sachet individuel. Et alors, il y a énormément de raisons d'aller dans l'espace. Même d'aller simplement orbiter autour de la Terre à bord de l'ISS. Hein. On en a déjà parlé quand j'ai fait mes vols 0G sur l'importance de pouvoir faire certaines expériences scientifiques en s'affranchissant de la gravité. On avait dit à cette occasion qu'il y a beaucoup de ces expériences qui peuvent simplement se permettre d'avoir lieu à bord d'un vol 0G qui n'ont pas besoin d'être envoyés dans l'espace. Mais pour d'autres, au contraire, il est absolument nécessaire d'évoluer dans un environnement sans pesanteur
pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment de ça dont on va parler. On va avoir un sujet qui est plus terre à terre, sans jeu de mots. Et histoire de m'adresser notamment à ceux d'entre vous qui pensent qu'aller dans l'espace, ça sert à rien, je vais vous présenter quelques innovations technologiques qui aujourd'hui font partie de notre quotidien et qui n'existeraient vraisemblablement pas sans la conquête spatiale. Générique. Alors avant toute chose, il y a une info que je vais vous faire passer. Alors, je ne sais pas le lieu ni l'endroit, mais c'est comme ça, voilà. Donc je sais qu'à ce stade, vous êtes encore quasiment tous là. Donc voilà. Suite à ma dernière vidéo sur les différentiels, vous avez été hyper nombreux à commenter. Merci, hein, c'était cool. Et il y a des gens qui sont revenus vers moi en disant « Putain, mais mon commentaire, il a été censuré. » Alors j'ai creusé, en fait, c'est pas ça. Voilà, faut que je vous explique un truc, parce que pour moi, c'est une évidence, parce que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, mais vous le savez peut-être pas. Et c'est vrai sur beaucoup de chaînes YouTube. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en place une règle automatique qui interdit le fait qu'on puisse mettre un lien dans un commentaire. Ça veut dire que si vous mettez un lien dans un commentaire, c'est automatiquement bazardé. Alors, vous pouvez trouver ça pas ouf, mais vous n'imaginez pas le nombre de spam avec des liens vers des sites chelous ou des sites crypto ou je ne sais quoi que vous ne voyez pas passer grâce à ça. Et alors, pour l'instant, à ma connaissance, YouTube n'a pas mis un système en place qui permette d'avoir au moins de modérer, de faire une différence entre les liens vers des vidéos YouTube et des liens externes, auquel cas ça permettrait d'affiner. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai compris, c'est-à-dire que vous avez été plein à me commenter pour me montrer, enfin, à commenter pour mettre des liens vers d'autres vidéos sur le sujet. C'était cool, voilà, mais donc, c'était pas de la censure, c'était juste que c'est un système anti-spam. Voilà, je suis désolé, mais donc, maintenant, vous savez. Précision avant de commencer, ceci n'est pas un top. C'est pas un top 5, c'est pas un top 10, c'est pas un top 1, ce n'est pas un top. Notamment, il n'y a pas d'ordre particulier dans les différentes choses que je vais vous présenter. Je les ai juste organisées en fonction du rythme que ça donne à la vidéo, c'est tout. Et on va commencer par les trucs qui vont vous sembler les plus évidents dès l'instant où je les aurai énoncés. Si je parle de voyager dans l'espace, ne serait-ce que pendant quelques jours, vous ne serez pas époustouflé d'apprendre qu'il a fallu mettre au point un système de purification d'air et d'eau. En 1973, les astronautes à bord de la station spatiale américaine Skylab ont analysé l'air qu'ils respiraient. Permettez-moi de vous dire que c'était pas Jojo. Il y a beaucoup des matériaux qui composent cette station qui sont des matériaux de synthèse, hein, des composites, des résines, des plastiques, etc. Et alors, ces matériaux, ils sont très bien, hein, mais pas nécessairement dans un espace confiné. Oui, parce que ce sont des matériaux qui ont une fâcheuse tendance à dégazer. C'est-à-dire à produire des gaz plus ou moins toxiques, ce qui, sur Terre, ne pose pas nécessairement de problème quand vous avez la possibilité d'ouvrir une fenêtre, mais dans l'espace, non. Non, à bord de Skylab, là, ce sont près de 100 substances plus ou moins toxiques que respirent les astronautes en permanence. Et ça, ça pue. Enfin, je veux dire, je veux pas dire ça pue, ça pue. Enfin, j'en sais rien, je veux dire, si ça se trouve, ça pue, mais c'est pas ça que je voulais dire quand je dis ça pue. Non, quand je dis ça pue, je veux dire que c'est mauvais pour la santé. Maux de tête, nausées, éruptions cutanées, problèmes respiratoires, irritation des yeux, etc. Mais est-ce que, autant quand on partait 3 jours dans l'espace, globalement, on pouvait faire avec, mais une station type ISS, il n'est pas exceptionnel d'y rester 6 mois. Donc là, il n'est plus question de faire avec. Et en gros, ça va potasser assez longtemps à la NASA pour réfléchir à une solution, jusqu'au moment où ils vont se décider à bosser avec un expert en botanique qui va leur dire « Mais vous savez que certaines plantes absorbent ces substances toxiques et permettent de purifier l'air. » Et l'eau aussi, on en parle après de l'eau, mais l'eau aussi. La NASA va alors créer le BioHome, ou BioHome, une espèce de petite baraque parfaitement isolée de l'extérieur, ça c'est important parce que sinon c'est con, construite quasi exclusivement à partir de ces matériaux de synthèse, donc avec des matériaux qui dégazent de façon assez vénère. Alors apparemment ça dégazait tellement qu'il était absolument impossible d'entrer dans cette baraque sans immédiatement se mettre à tousser ou avoir les yeux qui piquent. Ensuite, conformément aux recommandations de leurs potes botanistes là, ils ont installé des plantes partout, et en quelques jours, l'air était parfaitement sain, respirable et pur. Comme les grandes collines du Tyrol. Mais c'est pas des collines, de quoi tu parles? Parallèlement à ça, dans le monde, hein, le prix de l'énergie commence à monter furieusement. Ce qui fait qu'on commence de plus en plus sérieusement à réfléchir à construire de façon plus efficace. Et en l'occurrence, plus efficace, ça veut dire
une meilleure isolation. C'est-à-dire construire des baraques qui ne sont pas des passoires thermiques, par exemple. Et en l'occurrence, ça veut dire que les nouveaux immeubles de bureaux et les gratte-ciels et les machins, là, il va y avoir dedans des matériaux qui vont se mettre à dégazer. C'est donc sans grande surprise que lorsque la NASA a publié ses résultats sur le biohome, eh ben, un peu partout dans le monde, on s'est mis à foutre des plantes dans les immeubles de bureaux. Et par la suite, des systèmes de traitement de l'air. Et pour l'eau, bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans le biohome, il y avait aussi un système de flotte avec des filtrations avec des plantes hein, qui te cleanaient super bien la flotte. Toutefois, à l'époque des missions Apollo, c'est une autre méthode qu'on a utilisée pour filtrer l'eau. Bombarder la flotte avec des ions argent qui viennent se coller aux bactéries et qui dégradent ces bactéries. Ensuite, l'ensemble, l'eau bactéries-argent se retrouve filtré, hein, simplement un système de filtre. Et vous vous retrouvez avec une eau pure et saine, telle qu'on la trouve dans les grandes sources des grandes collines du Tyrol. Mais il se passe quoi, là? Et l'avantage majeur de ce système, c'est qu'il était ultra portable. Genre, sur une mission Apollo, le système, il faisait en gros la taille d'un paquet de cartes, quoi. Genre, un smartphone. Enfin, je veux dire, c'est rien. Et après les missions Apollo, ben, y a un industriel qui a acheté une licence de cette technologie et qui en a foutu partout. À l'époque, c'était genre les fontaines à eau dans les écoles, dans les grands bâtiments et puis dans les parcs d'attractions, mais les piscines aussi. Et des filtres à eau qui contiennent de l'argent, vous en trouvez littéralement partout. Même si de plus en plus, c'est remplacé par des filtres à charbon. Oui, maintenant, on utilise le charbon actif, mais cela dit, le principe n'est pas fondamentalement différent. Et donc voilà pour le premier exemple, filtration de l'eau à partir d'un système qui avait été mis au point par la NASA pour les missions Apollo. Et pour ce qui concerne l'air également, avec les plantes et tout. Même si, tout à fait honnêtement, on n'avait pas besoin d'aller dans l'espace pour tester le truc biohome avec des plantes. On aurait pu le trouver par ailleurs. Mais quand même, oui, le fait est que c'est quand même la NASA qui a validé et publié le machin. Bon, exemple suivant, rapidement. L'apparition de la photographie numérique a énormément apporté à la NASA, ça on le comprend bien. Si vous comprenez pas bien, je dirais, imaginez quand même, le développement de photos argentiques dans l'espace, c'est pas choucard. Essayez d'imaginer tremper votre photo dans un bain révélateur, dans le noir, en apesanteur. Voilà, donc la photo numérique, c'est pratique. Mais pendant longtemps, c'était pratique, mais c'était pas nécessairement une réussite. C'est-à-dire que soit ça coûtait très cher, soit les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Si vous prenez par exemple la technologie CCD, qui d'ailleurs a été inventée en 1969, et je trouve ça ouf de me dire que cette techno, elle a 55 piges, et elle n'a pas été démocratisée plus tôt. Et bien la technologie CCD, c'est une technologie qui est super efficace, raison pour laquelle c'est la technologie qui est employée à bord du télescope Hubble. Mais c'est une technologie qui pose un certain nombre de problèmes. Faible tolérance aux radiations, pas pratique à utiliser en faible luminosité, ce qui est quand même très con pour un télescope, pas pratique à utiliser à basse température, donc pour un télescope qui orbite dans l'espace, c'est d'autant plus con, mais la technologie CCD s'est quand même largement développée jusque dans les années 90, je veux dire c'était la technologie qu'on trouvait dans toutes les caméras de télévision, les caméscopes, etc. Si vous regardez les tout premiers épisodes de la chaîne, genre il y a 11 ans et quelques, c'est du CCD. Toujours est-il que dans les années 90, la NASA décide de bosser à une technologie qui leur permettrait d'abord de pouvoir avoir des capteurs de plus grande surface, qui permettrait ensuite que ça coûte raisonnablement moins cher, en fait de faire une technologie qui soit plus versatile, quitte à y perdre un petit peu, il est vrai, en qualité d'un point de vue des couleurs. Oui, le CCD a un traitement du signal qui gère mieux les couleurs. On va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, c'est un petit peu comme la différence entre une prise composite et une prise Péritel. Il y a une meilleure séparation de... Enfin, on s'en fout. Et en 1993, le Jet Propulsion Laboratory, le JPL, qui n'est rien d'autre que le centre de recherche de la NASA, met au point une technologie qui s'appelle CMOS. Je vais pas entrer dans le détail, parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, je vous mets quelques liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que cette technologie a été développée par la NASA pour l'embarquer dans l'espace et qu'aujourd'hui, elle se trouve dans la poche de quasiment tout le monde, parce que les caméras de vos smartphones sont équipées en CMOS. Pareil pour les webcams, pareil pour la caméra qui est en train de filmer, là c'est un capteur CMOS. Mais bon, si je vous dis vos smartphones, normalement en termes d'objets du quotidien, c'est bon, on y est là, non? Bon, là, je vous en fais vite fait 2-3 un peu fourre-tout, mais qui touchent toutes le domaine médical. Le thermomètre auriculaire. C'est le thermomètre qu'on vous foutez dans l'oreille et qui mesure
Les infrarouges émis par vos tympans, développés dans les années 90 par la société Diatec Corporation, qui est une société affiliée au JPL de la NASA. La société Diatec a pour cela exploité une technologie développée pour la NASA, pour un satellite qui s'appelle IRAS, et qui permet de mesurer la température des étoiles et des planètes à partir de leurs émissions infrarouges. Dans les années 60, la NASA fait énormément de recherches dans le domaine de l'imagerie pour des raisons évidentes, ce qui lui permet d'améliorer les technologies de tomodensitographie et de radiologie. Dit autrement, à la liste, vous pouvez rajouter la radiologie et les IRM. Même si c'est des technologies qui existent en dehors de la NASA, le fait est que, comme on pourrait dire, voilà, la NASA a fait progresser la science dans ces domaines. Voilà. Dernier exemple dont je vais parler dans le domaine médical, et je vous assure que la liste n'est pas exhaustive, les agences spatiales, quand elles envoient des satellites dans l'espace, ou même quand elles envoient des humains dans l'espace, il y a besoin de les protéger, les satellites. Et les humains aussi. Oui, allez, oui, les humains aussi, oui. Notamment quand ces machins se retrouvent exposés au soleil, la température peut monter très vite. En 1964, la NASA développe un genre de textile en mylar qui permet d'isoler thermiquement les satellites pour les empêcher de surchauffer au soleil. Et alors, elle les conçoit, mais vous pensez bien que c'est pas la NASA qui les fabrique, ces machins. Hein. Elle a un sous-traitant pour ça. Une boîte qui s'appelle MPI. Et une employée de MPI va en utiliser un morceau comme couverture à la fin d'un marathon pour éviter l'hypothermie. Parce que c'était à New York et que le marathon de New York, bah, traditionnellement c'est en automne, donc ouais, ça peut cailler, quoi. Et chez MPI, on se dit, eh, mais c'est pas con ça! Et on se met à en distribuer aux marathoniens, puis aux forces de police, et puis enfin aux pompiers, aux services de secours à la personne, en fait. Et c'est ainsi qu'est née la couverture de survie. Alors, vite fait, je profite, comme ça, si jamais un jour vous avez besoin, vous savez comment ça marche. Une couverture de survie, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est argenté et brillant, l'autre côté qui est doré et généralement mat. Un truc mémotechnique facile, dites-vous que le côté argenté et brillant, c'est un miroir, et que donc ça reflète, ça renvoie. Donc en gros, le côté doré, il va absorber la lumière, il va vous permettre de vous réchauffer, tandis que le côté argenté, il va renvoyer de la lumière, donc notamment les infrarouges, et il va vous garder au frais. Donc si vous avez besoin d'éviter l'hypothermie, vous mettez la couverture avec le côté doré à l'extérieur, et on est d'accord, si vous êtes dans le noir, ça ne sert à rien. Hein. Merci. Ce truc-là marche à la lumière. Et si, à l'inverse, vous voulez rester au frais, c'est-à-dire vous voulez éviter d'accumuler de la chaleur, vous mettez le côté argenté vers l'extérieur. Comme ça, ça renvoie la lumière qui frappe la couverture. Et là, pareil, dans le noir, ça ne change rien pour les exactes mêmes raisons qu'avec le côté doré. Voilà, ou comme on dit, the more you know. Vite fait, deux trucs qu'on aurait vraisemblablement développés, y compris sans la conquête spatiale, mais qui font tellement partie de notre quotidien que, voilà. Quand vous avez un astronaute dans un scaphandre, et que vous avez besoin de pouvoir échanger avec lui, vous avez besoin qu'il puisse vous entendre et qu'il puisse vous répondre, vous avez besoin qu'il dispose d'un casque sans fil. Oui, le casque sans fil a été développé par la NASA. Voilà. Quand Neil Armstrong est sur la Lune et qu'il dit c'est un petit pas pour l'homme, il le fait avec un casque sans fil. Gamer vénère, quoi. Marion Frank Rudy. Ah ouais, mais genre zéro transition, quoi. Marion Frank Rudy est un ingénieur de la NASA qui travaille notamment sur le lanceur Saturne ainsi que sur les capsules Apollo. En 1969, une fois que l'homme a marché sur la Lune, il se dit que, ouais, il a fait le tour. Le mec blasman, quoi. Ouais, il a fait le tour et il décide de changer de boîte et de bosser pour une autre boîte. Une jeune société de l'Oregon âgée à peine de 5 ans et qui s'appelle Blue Ribbon Sports. Et que vous connaissez sans doute sous le nom de Nike. C'est son nom à partir de 1975. En 1977, Marion Frank Rudy va y développer, donc chez Nike, une technologie basée sur une technologie de la NASA, un système anti-choc, dans lequel en gros qui consistait à aller mettre du gaz inerte dans du caoutchouc. En l'occurrence, là, ce sera du gaz inerte dans du polyuréthane, ce qui lui permettra de créer une semelle anti-choc. Et en 1978 sort le premier modèle de chaussure avec cette technologie, la Nike Air Tailwind. Voilà donc la technologie Nike Air, et évidemment les concurrents de Nike vont les uns à la suite des autres développer des technologies concurrentes à peu près similaires. Et aujourd'hui, la semelle à coussin d'air anti-choc, c'est un peu la base en fait. Pourquoi je ne parle pas de l'airbag? De fait, il va falloir que je parle de l'airbag pour vous expliquer cela. Alors, effectivement, donc la NASA a développé
le premier système d'airbag, mais je le compte pas parce que, parallèlement à la NASA, donc la NASA, elle, c'était dans le cadre d'accéléromètres, mais parallèlement à ça, les industriels de l'automobile développaient également la technologie de l'airbag. Donc, sans la NASA, on aurait de toute façon quand même eu l'airbag. Je veux dire, ça s'est vraiment fait en parallèle. Si ça avait été d'abord la NASA, j'en aurais parlé. Mais là, du coup, j'en parle pas. Et si jamais vous vous demandez, le fait de dire qu'on ne parle pas d'un truc en parlant du truc, ça s'appelle une prétérition. J'aurais pu parler de plein de trucs, hein, mémoire de forme, le revêtement des poils, les textiles ignifugés. J'aurais même sans doute pu faire un épisode complet sur les matériaux composites. Oui, les matériaux composites qui permettent de fabriquer des trucs solides, ce qui est bien dans l'espace, et légers, donc qui coûtent pas un PIB à envoyer dans l'espace. Matériaux qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, alors vraiment impossible d'en faire une liste complète, quoi. Simple exemple, il y a un composite en carbone qui est utilisé à l'intérieur des tuyères des lanceurs d'appoint des fusées, et qu'on retrouve dans les freins du TGV. Mais je voudrais surtout adresser un dernier cas, un cas qui est tellement connu que si ça se trouve, vous le connaissez déjà, mais s'il vous plaît, même si vous le connaissez déjà, restez jusqu'à la fin parce qu'il est vraisemblable que vous ne connaissiez pas la chute. L'histoire est connue, on va envoyer des gonzes dans l'espace, à un moment donné, ce serait pas mal qu'ils puissent, s'ils ont besoin, noter des trucs, donc il faut qu'ils puissent écrire dans l'espace. En apesanteur. Sauf que le problème, c'est que en apesanteur, l'encre dans les stylos fait n'importe quoi. Parce que l'encre aussi, elle est en apesanteur. Alors, la NASA va dépenser des millions dans la recherche pour mettre au point un stylo avec des cartouches d'encre pressurisées qui permettent d'écrire à l'endroit, à l'envers, sous l'eau, dans l'espace, tandis que les Russes, eux, utiliseront des crayons à papier. Marrant, hein? Cette anecdote, je l'ai entendue 1000 fois et, je vais être honnête avec vous, je l'ai moi-même racontée 1000 fois. Le problème, c'est qu'elle est fausse. Oui, il s'agit ici totalement d'une légende urbaine. Déjà, pardon, mais les Américains ne sont pas cons au point, en tout cas pas ceux de la NASA, au point de ne pas penser à utiliser des crayons à papier. À la NASA aussi, on en a utilisé des crayons à papier. Sauf que le crayon à papier, il est en bois, donc il est inflammable. Ensuite, la mine en graphite, des fois elle casse, et vous vous retrouvez avec une mine pointue qui flotte en apesanteur. Et puis, qu'elle casse ou qu'elle casse pas, le graphite, de toute façon, quand vous écrivez, ça fait de la poussière de graphite, et ça, et les mines de graphite, ça peut faire des courts-circuits. Et dans l'espace, un court-circuit, c'est pas ouf. Donc ça, c'est pour la partie crayon à papier. Mais le reste de l'anecdote sur les stylos, elle est vraie, non? Non. Ce stylo n'a pas été développé par la NASA, mais par un industriel avec ses fonds privés. Un gars qui, à la base, voulait fabriquer un stylo qui puisse écrire à l'endroit, à l'envers, sous l'eau, etc. Ne me demandez pas pourquoi le mec voulait fabriquer un stylo qui écrit sous l'eau. Le mec fait ce qu'il veut avec ses stylos, je m'en fous. Le gars s'appelle Paul Fisher et il va dépenser $1 million de l'époque pour développer donc un stylo avec des cartouches d'encre pressurisées qui permettent d'écrire à l'endroit, à l'envers, sous l'eau. Avec des variations de température, il peut écrire jusqu'à moins 45 degrés et jusqu'à plus 200 degrés, et je n'ai aucune idée de à quoi ça sert, mais ok. Et les Russes, vous allez me dire, les Russes, ils sont pas plus cons que les Américains sur ce coup-là, je veux dire, ils le savent également que les crayons à papier, c'est pas ouf. Et que donc, dès qu'il y aura autre chose de possible, ils utiliseront autre chose, mais attendez la chute de cette histoire, parce que vous allez kiffer. Moi, c'est pas grand-chose, mais la chute de cette histoire me fait énormément rire. En 1965, donc Paul Fisher, il a abouti à son stylo, qu'il décide d'appeler le Space Pen Bullet, parce qu'il se rend compte que parler d'aller dans l'espace, c'est un peu dans l'air et que c'est sans doute plus vendeur que écrivez au fond de votre baignoire. Et donc la NASA passe un contrat avec Fisher pour équiper ses astronautes avec des stylos Space Pen, machin mes couilles. Et les Russes, alors, qu'est-ce qu'ils font? Les Russes, ils ne passent pas de contrat avec la société de Fisher. Et ils ne développent pas de leur propre stylo à eux, qui écrit dans l'espace. Non. Les Russes, en fait, ils ont acheté 100 stylos Space Pen Bullet de Fisher. Ils en ont acheté 100, dans le commerce. Genre, ils en ont acheté une caisse, quoi. C'est quand même marrant. Je veux dire, les mecs, ils en ont commandé dans le commerce, après, c'est bon, le programme spatial, on peut écrire maintenant. J'adore. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien sûr à le liker, le commenter, le partager, très important. Pensez également évidemment à vous abonner ou à vous réabonner si vous avez été désabonné à l'insu de votre plein gré. Je le dis pas souvent, mais pensez à rejoindre le Discord. Voilà. Vous serez pas martelé de notifications, hein, voilà, mais
Il y a un Discord. Notamment, c'est si vous avez envie de participer à la FAQ qui arrivera bientôt, bah, les questions, il faut les poser sur le Discord. Le lien dans la description, tout ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.